Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode de The Little Big Show. Mon invitée est Laetitia Fraisse, avec un « et ». Laetitia est présidente et directrice générale de Total Réunion depuis 2015. On revient sur son parcours. Elle est née au Cameroun, a grandi entre Pau et Paris. Elle rentre chez Total en 1995 avec un double diplôme entre l'EDEC et l'Université de Laval au Québec. Déjà maman à l'époque, Laetitia n'a pas froid aux yeux et grimpe rapidement les échelons du groupe. Elle a été coordinatrice marketing, area manager, catégorie manager, managing director au Portugal, numéro 2 de la filiale de Total en Égypte, pour enfin nous rejoindre à La Réunion. J'aime beaucoup sa vision du bonheur au travail et l'impulsion qu'elle insuffle à ses collaborateurs à travers son management. Laetitia Fraisse, dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Julien. Alors là, on est dans une salle bien spéciale chez Total Réunion. Oui, on est dans notre case Inno. Une C'est tout nouveau, ça. une salle dédiée à l'innovation, donc elle est assez rigolote en effet. Ça fait donc vous êtes arrivé en 2015, c'est ça? Je suis arrivée en août 2015, c'est ça, ça fait un peu plus de 2 ans et demi. D'accord. Bon, j'ai pu avoir l'occasion un peu de voir votre parcours et ce que j'aimerais qu'on commence par faire, c'est de savoir d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi. J'ai compris que vous êtes né au Cameroun, mais que vous n'y avez pas vécu. Ouais. Alors d'où je viens, c'est la question qui tue. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que je suis comme beaucoup de gens, je suis une citoyenne de la Terre. Ouais. Donc en effet, je suis née au Cameroun, d'un père marseillais, d'une mère versaillaise. C'est un peu comme dans la comptine pour les enfants. Je sais pas, c'est pas très politiquement correct, mais mon père est chinois, ma mère est japonaise et moi je suis de travers. Donc mon père est marseillais, ma mère est versaillaise et moi je suis de travers. Je suis née au Cameroun parce que mon père y était coopérant militaire. Je suis rentrée en catastrophe parce que j'ai eu un très gros problème de santé. J'ai été rapatriée avec ma mère. Donc mon père y est resté quelques mois pour finir son engagement et puis y est rentré. Ensuite, mon père a cherché du travail en France. C'était l'époque bénie où c'était très facile de trouver du travail. Et donc, il a répondu à une annonce super sympa qui disait « Vous aimez la mer, vous aimez la montagne, venez travailler pour nous à Pau ». Et c'était Elf Aquitaine. Donc, mon père est rentré chez Elf Aquitaine. Il était ingénieur informaticien. Et il a fait toute sa carrière, qui a été assez courte, malheureusement, parce qu'il est décédé jeune. Et donc, il a fait des passages à Pau et puis des passages à Paris. Donc, moi, j'ai passé une partie de mon enfance à Pau, une partie de mon enfance à Paris, comme ça, par période de 4 ans. À peu près, c'était quand même des périodes relativement longues. J'ai passé Et puis voilà, pour mon enfance, en fait, voilà, c'est ça. Donc, je suis l'aînée de 3 filles. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment on vous a raconté le pays que vous Alors, êtes mes né, parents ont adoré. Alors, c'est un peu paradoxal parce que mes parents ont adoré leur vie au Cameroun. Ils se sont fait beaucoup d'amis des Français expatriés, des Camerounais avec qui ils ont gardé des contacts. Et évidemment, les conditions de... Alors, ma naissance s'est très bien passée dans un hôpital camerounais. Mais par contre, mon problème de santé et les conditions de mon rapatriement ont été quand même assez traumatisantes. Donc, c'est un souvenir mitigé. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment eu envie d'y aller. Parce que pour moi, c'était un peu le rêve de mes parents et ça leur appartenait. Et mes rêves à moi ont été différents. Et voilà, ça reste quelque chose une bulle un peu spéciale dans leur histoire. C'était quoi le rêve de vos parents? Non, c'était plutôt que le rêve, c'est une période spéciale, quoi. Ils étaient jeunes mariés, et puis D'accord. avec toute la. Enfin, ils ont adoré le Cameroun, mais c'était vraiment leur vie à eux. C'était leur. Ma mère y est retournée, par contre. Vous avez reproduit un peu, pas reproduit, mais vous êtes parti voyager vous aussi avec votre compagnon aussi du coup. Alors après, moi j'ai eu très tôt l'envie de voyager, en particulier parce que dans cet univers d'Elf Aquitaine où je côtoyais moi par les colonies ou des gens comme ça, des endroits comme ça, des enfants d'expatriés. Ouais. Et c'est plutôt leur expérience à eux, d'enfants d'expatriés, qui m'a donné l'envie de voyager, de reproduire ça avec ma famille.
Et quand j'ai intégré Total, hein, c'était une des choses que j'ai eu en tête très tôt. Je voulais partir et avoir une expérience d'expatriation. D'accord. Et juste pour revenir à votre famille, le background dans lequel vous avez grandi, vous aviez une famille du coup militaire Non, pas du tout. Donc mon père était du coup ingénieur informaticien chez Elf Aquitaine et ma mère était prof de français. Donc classe moyenne, voilà, une classe française moyenne. Donc, et vous étiez la plus grande de... J'étais l'aînée de 3 filles. Ouais. D'accord. Et vous étiez une petite fille comment ? Je me suis noté, est-ce que vous étiez une première de la classe, une ravageuse, une casse-cou ou plutôt une fille réservée ? Ah ouais. Et depuis la maternelle j'ai toujours aimé l'école. Hein. Ouais. J'étais une fillette studieuse, normalement rebelle à l'adolescence, mais voilà. Ça veut dire quoi normalement rebelle ? J'ai très tôt profité de ma position de bonne élève pour dire ce que j'avais sur le cœur. Et donc, je me suis retrouvée à dire des choses un peu sèches, pas sèches, mais un peu iconoclastes à mes profs. Mais comme j'étais bonne élève par ailleurs et que, voilà, attentive, vous aviez le droit. J'avais le droit de temps en temps sortir des clous et c'était pas verbalement, évidemment. Mais c'est quoi ? Il y avait un ras-le-bol par rapport au prof ou vous aimiez pas la manière dont... Quand j'étais pas d'accord, je le disais clairement, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quelquefois quand j'entends mon fils ou des enfants dire ouais mais je peux pas dire ça parce que le prof il va pas être d'accord avec moi. Moi ça m'a jamais dérangé de dire des choses en sachant très bien que le prof serait pas d'accord avec moi. Ah, alors vous lui dites allez-y dites-lui au prof, on lui fait un mot. Voilà, pas tout à fait. Donc j'étais déléguée de classe et je disais ce que j'avais à dire. J'étais même sur des choses plus scolaires. Bon, évidemment, moi, je ne disais pas que j'étais pas d'accord avec un théorème de maths parce que non, mais en français, ça m'arrivait très souvent de dire que j'étais pas d'accord avec le prof. Oui. Ouais, sur des choses plus les études de texte, des idées. Idées. D'accord, ok. J'avais mes idées à moi. Et il y avait par exemple le fait de pas vouloir qu'on vous impose des idées. Ouais, très tôt. J'ai toujours tenu à ma liberté de penser et voilà. D'accord, du coup vous faites votre collège-lycée à Pau. Collège-lycée à Pau, tout à fait. Classe préparatoire au HEC aussi à Pau. Je sais pas, c'est comment Pau du coup pour grandir? C'est une petite ville de province tranquille. C'est très agréable. C'est très agréable quand on est enfant parce que le climat y est vraiment très doux. La vie est facile, on est beaucoup dehors. Adolescente, moi j'ai connu, c'était la ville que je connaissais, donc on sortait avec les copains, prenait le bus pour aller en ville, aller au cinéma, se rencontrer en ville, tout ça c'était à taille humaine et j'ai jamais été frustrée de ne pas être ailleurs qu'à Pau. C'est qu'après que je me suis rendu compte qu'il y avait des villes comme Paris ou des trucs comme ça où il y avait en fait beaucoup plus de choses à faire qu'à Pau, mais quand j'étais à Pau, je vivais à Pau et c'était bien. Et comment vous dites, donc là vous faites une terminale S, L. Oui, C à l'époque on appelait ça terminale C. Et c'est quoi c'est S, c'est l'équivalent de S. Et donc à quel moment donné vous êtes dit ok je vais faire une prépa HEC? Jamais. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, ça reste. Je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Les bons élèves sont pas orientés selon leur. D'ailleurs, personne n'est orienté selon ses choix, je pense. Enfin, très peu de gens, malheureusement. Déjà, il y a peu de gens qui savent à 16, 17, 18 ans ce qu'ils ont envie de faire. Et très souvent, les gens ne sont pas orientés par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, mais par rapport à ce qu'on les voit faire ou ce qu'ils sont capables de faire. Donc j'étais une bonne élève, donc première S, terminale C. J'étais pas trop maths, physique, donc les voies de école d'ingénieur, elles ont été exclues d'elles-mêmes, alors qu'au fond, c'est probablement ça que j'aurais aimé faire. Mais voilà, les matières scientifiques m'intéressent, et maintenant je lis des choses scientifiques, etc. Mais bon, c'était pas mon truc, les maths, c'était pas mon truc, donc prépa HEC, école de commerce. Et puis voilà. Sans que la question se soit jamais beaucoup posée. Et vous vous êtes jamais dit, tiens, en fait, j'aurais dû peut-être, je sais
pas, faire des études plus créatives enfin plus créatives. Plus créative, non, mais avec le recul, oui, probablement des études d'ingénieur. Est-ce qu'il y a des choses je sais pas si j'aurais été capable de les faire, on sait rien. Des études d'ingénieur. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que c'est plus facile de faire un cursus ingénieur et ensuite faire un cursus business que l'inverse, en fait. Oui. Après, une fois que j'étais on apprend jeune, c'est comme la musique, soit on apprend assez jeune, soit après, c'est un peu difficile de. Non, mais c'est tout à fait exact. Moi, après, ça a jamais. La question s'est plus jamais reposée. Enfin, elle s'est pas posée au moment où elle aurait dû se poser, et après, elle se pouvait plus se poser parce qu'effectivement, rejoindre un parcours scientifique quand on a fait des études de commerce, je pense que rien n'est impossible dans la vie, mais c'était vraiment difficile. Et c'est comment votre prépa? Parce que moi, j'ai fait à peu près pareil. Ouais. Sauf que j'ai redoublé mon bac. Et donc, j'ai réussi à rentrer dans la prépa à HEC de Belle-Pierre. Mais vraiment, c'était... Waouh, j'ai eu une prépa, je vais pas aller à la fac. Mais je me suis jamais dit... j'ai cherché sur Google ce que ça voulait dire HEC, Haute École de Commerce. Parce que là, à la base, on m'a dit fais tes dossiers pour la prépa, on sait jamais. Et puis de la même manière, je me suis jamais reposé la question, c'était parti ensuite. Tout à fait. Moi, c'était un peu pareil parce qu'en plus, dans ma famille, il y a pas. Mon père était ingénieur, donc lui, il avait fait un cursus classe préparatoire, mais pour le cursus ingénieur. Dans ma famille, il n'y a pas du tout de. Il y a une relation un peu difficile avec l'argent et. D'accord. Et le méchant capital. Donc, il n'y avait pas de commerçants ou de cursus de commerce. J'ai beaucoup souffert en prépa parce que c'était vraiment très dur. J'ai fait un burn-out au milieu. Pendant une semaine, je faisais que pleurer. J'ai arrêté. Enfin, j'étais pas capable d'aller en cours. Je ne faisais que pleurer tout le temps. Et puis. C'était à cause de quoi exactement? Parce que c'était dur. C'était juste très dur. Le niveau, enfin l'exigence, je sais pas si c'est celle du système ou de moi-même envers moi-même, je sais pas, mais de passer de 20 de moyenne à 5 de moyenne au premier trimestre, non, peut-être oui, c'est ça, ce genre de choses. Et puis de travailler tout le temps, de se dire qu'on va pas y arriver, enfin je sais pas, en tout cas voilà. Et ensuite conditionné un peu en prépa. J'ai récupéré, je suis retournée en cours et j'ai fini mon année. J'ai passé tous les concours en fait qui étaient possibles, et j'ai eu l'école des hautes études commerciales de Lille en un an. Et de toute façon, je m'étais dit je ferai pas une deuxième année, donc quoi que j'ai en première année, alléluia, ça sera très bien. Vous avez fait une seule année de prépa? À l'époque, ça se faisait en un an. Il y avait 70% des gens qui redoublaient, mais moi je voulais pas redoubler, donc j'ai fait qu'une seule année. Ah, moi j'ai eu 2 ans de prépa. Ouais, parce qu'après, après ça a été dédoublé. D'accord. Et donc là, l'EDEC à Lille, c'est ça? Voilà, une super école en fait. Super école. J'y croyais pas. Sur 3 ans du coup, avec un an d'échange. Alors oui, tout à fait. Donc j'ai fait 2. Donc c'est une école qui se fait en 3 ans. Moi j'ai fait 2 ans à l'EDEC même, et la 3e année au Canada, mais sur un double cursus. Donc c'était en fait, au lieu de faire 1 an, j'ai fait 18 mois. D'accord. 16 ou 18 mois. Donc, et ce qui m'a permis d'avoir le double diplôme, le diplôme EDEC et un MBA. D'accord. Et du coup, moi je sais que j'ai fait prépa, et après d'arriver en école de commerce, on a juste l'impression d'être en vacances en fait. Moi je me suis pas du tout retrouvée en école de commerce, ça ne m'a pas plu. J'ai fait la même école qu'Olivier Bajard. Lui il a fait il est un peu plus jeune que moi, donc il a fait 2 ou 3 ans après moi. Ouais. On s'est pas croisés, c'était vraiment tout juste, je pense. Et je m'y suis pas du tout retrouvée. C'était pas mon univers, pas du tout. En fait, à l'EDEC, il y a 2 types de population à l'EDEC. Il y a ceux qui n'ont pas eu les très grandes écoles, HEC, ESSEC, Sub de Paris, et qui donc, pour eux, l'EDEC, c'est la honte, quoi. C'est vraiment voilà. Donc il y a les Parisiens qui n'ont pas eu qui n'ont pas eu les Parisiennes, et il y a des gens comme moi, mais on est une très très petite minorité pour qui l'EDEC c'était waouh. C'était même pas en rêve, quoi. C'était extraordinaire. Et moi je me suis pas sentie intégrée par rapport à la majorité de la population, qui étaient des gens qui étaient plutôt pas contents d'avoir l'EDEC. Ah oui, ça, du coup oui, c'était un peu, ils snobaient un peu leur propre école, alors que finalement
Voilà. Pour vous, vous aviez mérité une super école et vous y étiez. Tout à fait. Je comprends. Mais je vois tout à fait le. Pour peut-être vous rassurer, c'est la même chose dans d'autres écoles. Moi, j'étais à Montpellier et puis on rencontre le même type de phénomène. Voilà. Après, effectivement, ces 3 années où on fait beaucoup la fête, on se lâche un peu des années de prépa qui ont été vraiment difficiles. Tout à coup, on peut, pour la première fois de ma vie, je pouvais ne pas travailler et ne pas en subir les conséquences. Donc voilà. Et c'est des bons souvenirs du coup de... Mitigés. Ouais. Franchement mitigés parce que voilà, à cause de ça, j'ai pas beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait dans cette école. Ouais. Et Laval du coup? Alors Laval c'était très différent parce que plus international. Alors c'était plus international. Hein. Il y avait quand même beaucoup de Québécois, mais pas que. Donc il y avait pas mal de Français, et puis des gens d'un peu tous les horizons. Et surtout, alors c'était ce qui était vraiment très étrange pour moi à l'époque. Moi donc c'était ma 3e année d'études, mais j'étais dans un cursus étudiant. Et donc dans cette formation de l'EDEC, en fait, de l'université Laval, c'était beaucoup des gens qui revenaient faire des études. Donc des gens qui avaient déjà 4-5 ans, formation continue, mais pas en cours du soir. Ils avaient interrompu leur carrière pour faire ce MBA. Donc des gens avec déjà beaucoup plus âgés, qui avaient déjà des expériences professionnelles diverses. Et c'était un autre monde. Et c'était vraiment très intéressant. Ouais. Et là, vous décidez de rentrer... Alors, à un moment donné, vous rencontrez votre mari quelque part. Oui, lui, en fait, il faisait une école d'ingénieur à côté de mon école de commerce. Donc, l'école de commerce, c'est 60% de filles, et les écoles d'ingénieurs, c'est 90% de garçons. Donc, les étudiants d'école d'ingénieur ont l'habitude de s'incruster dans les soirées des écoles de commerce. Et c'est comme ça qu'on construit des couples mi-ingénieurs, mi-commerciaux. Et donc voilà, c'était le cas c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, du coup, vous êtes rencontrés avant de partir. On s'était rencontrés avant de partir au Canada. Oui. Au Canada. Enfin, donc moi, je suis partie au Canada toute seule et mon mari a fait un peu des allers-retours entre la France et le Canada. D'accord. Pendant cette période-là. Et lui, il avait déjà fini ses études quand... Il était à l'armée. Il avait fini ses études, fini son armée, et il commençait à travailler. Mais comme il faisait pas mal d'aller-retour entre la France et le Canada, il n'a pas eu un emploi vraiment stable à ce moment-là. D'accord. Parce qu'il y avait cette contrainte. Et là, vous vous dites, vous voulez rentrer... à la fin du double diplôme, vous rentrez en France ? Oui, alors en fait, je me suis retrouvée enceinte. Enfin, on a décidé d'avoir un enfant, mon mari, la personne qui allait devenir mon mari et moi-même, pendant cette période-là du Canada, un petit peu inconscient parce que on était tous les deux très jeunes et moi, je n'avais pas fini mes études. Et donc, je suis rentrée du Canada. En fait, j'étais enceinte de 7 mois, enfin, à la limite de pouvoir prendre l'avion. Voilà, donc je suis rentrée à ce moment-là. J'ai jamais eu envie de m'établir au Canada, en fait. Moi, j'avais vécu 16 mois formidables, mais j'avais pas de velléité de m'installer au Canada. Je me voyais pas faire ma vie. Et vous aviez quoi en tête à ce moment-là ? Rien de spécial, trouver du travail, m'émanciper. Et voilà, j'ai jamais eu en fait de projet de vie très. À part que j'ai eu envie jeune d'avoir une carrière ou d'avoir un parcours qui m'emmène à l'étranger. J'avais pas d'idée toute faite de ce que serait ma carrière ou ma vie. Vous aviez envie de partir à l'étranger ? Oui. Le fait déjà de partir au Canada, c'était une volonté. À l'époque, c'était pas aussi. Aujourd'hui, c'est formidable, les jeunes. J'ai une fille qui est en école de commerce, mais que ce soit les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs ou l'université d'ailleurs, maintenant, n'importe quel cursus d'études supérieures, c'est presque obligatoire. Et c'est génial. Enfin, c'est vraiment, franchement, une évolution très, très, très positive à mon avis. Mais à l'époque, c'était pas si fréquent. Donc, vouloir partir, faire une année d'études à l'étranger quand on est à l'EDEC, c'était possible, c'était organisé il y avait des partenariats, mais c'était pas la majorité des gens. C'était pas obligatoire de le faire et c'était pas la majorité des gens. Donc, le faire, vouloir le faire, entrer dans ce cursus, trouver l'université, etc., c'était déjà la marque d'une volonté forte à l'époque. Et donc, c'est comme je le disais en début d'interview, ça remonte aux rencontres que j'ai pu faire quand j'étais vraiment enfant, qui m'ont marqué. Mais l'envie d'être immergé dans d'autres cultures et de voir le monde de l'intérieur, et pas juste en touriste, c'est quelque chose qui
qui me fait marcher depuis toujours. Ouais. Et d'accord. Et donc, vous trouvez un premier poste chez Total. Voilà. Après, vous êtes dit que quand même, il faut enlever sur votre CV Oui, la mention j'ai un bébé. J'ai noté ça quelque part. Je l'avais noté. Oui, ouais. La oui, petite moi, mention qu'il fallait enlever pour. Voilà, c'est ça. Parce Donc que moi, j'étais super naïve. Hein. Je pense que je le suis encore un peu, mais à l'époque, je l'étais beaucoup. C'est une qualité. Hein. Je sais pas. Mais j'en sais rien, ça dépend des circonstances de la vie. Mais en tout cas, à l'époque, je mettais sur mon CV mariée à un enfant. J'avais 23 ans, enfin, j'étais vraiment jeune. Et quand on me posait la question en entretien, puisque c'était marqué sur mon CV, les gens me posaient la question, je disais, non, oui, ok, j'ai un bébé de 6 mois, mais ça ne m'empêche pas d'aller, si vous avez besoin que j'aille faire sur le terrain ou voyager, ou comme ça, c'est pas du tout un problème. Alors à l'époque, entre 94 et 95, c'était vraiment une année noire pour l'emploi des cadres, vraiment, vraiment difficile. On doit pouvoir retrouver les statistiques, mais en tout cas, on était vraiment dans un creux de la vague au niveau de l'embauche. Donc je pense que pour n'importe quel poste, il devait y avoir 50 candidatures. Ouais. Quand il y avait une jeune fille qui vous disait « Mais oui, ça ne me pose pas de problème avec mon bébé de 6 mois d'aller faire des... » Bon, tout ça, avec le recul, je le comprends beaucoup mieux, mais à l'époque, ça a mis quand même un certain temps à faire son chemin dans ma petite tête. Mais alors que peut-être derrière vous étiez, au contraire, vous le mettiez en avant parce que vous étiez peut-être fier de votre émancipation. Oui, tout à fait. Enfin, vraiment, ça ne me posait pas de problème et j'étais... Enfin, je ne sais pas si on reparlera du féminisme ou comme ça plus tard, mais en tout cas, pour moi, c'est... Je ne suis pas une combattante féministe, mais je n'ai jamais supporté qu'on traite les femmes différemment des hommes. Et je suis certaine qu'un homme qui aurait dit « j'ai un enfant... » Enfin, à l'époque, j'en étais certaine, et j'en suis toujours certaine aujourd'hui. J'ai un enfant de 6 mois et ça ne me posera pas de problème. Un homme, on va le croire. Et donc, pour moi, voilà, je suis une femme, j'ai un enfant de 6 mois et ça ne me pose pas de problème. Mais est-ce que ça dépend du recruteur, si le recruteur est une femme? Non, je ne pense pas. Ça ne change pas. C'est vécu comme, enfin, c'est interprété comme une contrainte et voilà. Donc un jour j'ai arrêté. Pour une femme et pas pour un homme. Pour une femme et pas pour un homme. D'accord. Et je pense que c'était le cas à l'époque et je pense que c'est toujours le cas. Je pense. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le mettre simplement sur mon CV. Donc comme c'était plus sur mon CV, les gens me posaient plus de questions. Et du coup, j'ai été embauchée presque tout de suite. Enfin là pour le coup, ça a pris quelques semaines et j'ai été embauchée dans une filiale de chez Total. Et après, j'ai sorti mon bébé. Ah, au fait, j'ai un bébé de 6 mois, mais ça ne me pose pas de problème. À la fin de la période d'essai. Voilà, mais en fait, en l'occurrence, je ne sais pas si je l'ai dit avant ou après, mais en tout cas, réellement, ça n'avait pas d'importance parce que réellement, ce premier emploi m'a fait beaucoup, beaucoup bouger. J'étais beaucoup hors de chez moi. Dans le nord-est de la France. Et voilà, une zone qui allait de... Coordination marketing. Voilà, de coordination marketing. Donc, je faisais des boutiques de stations-service, merchandising dans des boutiques de stations-service. C'est de référencer des fournisseurs, voilà, de m'assurer que la politique commerciale de Total était bien suivie dans les boutiques et la restauration. Donc, sur une zone qui allait de Paris à Reims et dans le nord jusqu'à Lille. Dunkerque, donc vraiment une zone qui était très étendue. Et quand on va faire le merchandising d'une boutique, c'est 2-3 jours d'affilée. Donc j'étais réellement sur la route. Et à dormir dans les Formule 1, etc. Et oui, ouais. En effet, à dormir dans des Formule 1. Et les Formule 1, c'est super parce que c'est le même prix qu'on y aille à 1 ou à 3. Et, enfin, à 1, à 2 ou à 3 avec un bébé. Et du coup, ça m'arrivait assez régulièrement d'y aller avec, quand ça tombait le week-end ou comme ça, quand ça tombait bien, d'y aller avec mon mari et ma petite fille. Pour faire des week-ends dans des villes que vous ne connaissiez pas ? Par exemple, ou de Lille, j'avais fait mes études, donc je connaissais, j'avais des amis là-bas, mais ça permettait de rallonger, de finir la semaine, rallonger le week-end. Donc en gros, vous faites de 95 à 2002. C'est un peu comme si vous faisiez vos classes chez Total. Oui, vous apprenez le métier, les boutiques, gérer un réseau de stations essence. Vous êtes area manager à Nantes. Oui. Ensuite, catégorie manager, où vous développez des... Ouais. Alors, catégorie, comme les click and collect, si j'ai compris. Deux premiers postes, c'est des postes de terrain, donc où je circulais effectivement beaucoup. Et ensuite, le poste de catégorie manager, c'est déjà un poste siège. Et c'est un poste où on... C'est à la Défense, du coup. À la Défense, voilà. Où on réfléchit. Et alors là, on a réfléchi à la politique commerciale qu'on va appliquer dans les stations.
moi, en l'occurrence, je m'occupais des services. Donc, quels services on peut apporter via nos stations, quels sont les modèles économiques derrière. Donc, c'est un poste qui est un petit peu moins opérationnel et un petit peu plus fonctionnel. C'est en amont du projet. Et du coup, j'ai vu, il y avait un projet un peu de click and collect, non ? Ah ouais, ça a été en même temps une grande frustration et une grande satisfaction. Ça n'a jamais vu le jour. Un projet click and collect, donc en 2002 ou quelque chose comme ça. Oui, avant 2001 ou 2002 puisque je suis partie en septembre 2002. Et donc effectivement, j'avais avec une entreprise qui s'appelle Kiala, je ne sais pas si elle existe toujours, qui avait ce qu'on appellerait maintenant une appli, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais qui avait développé un système super malin de collecte, et du coup ils avaient proposé qu'on développe ça dans des stations-service comme on faisait à l'époque. C'était assez classique, des points relais pour la Redoute, mais c'était avec les trucs papier, les colis relais, les relais colis, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc pouvoir se faire livrer quoi que ce soit qu'on commande chez Total, quoi, et donc j'avais commencé à monter ce projet-là. Et ensuite, que j'ai dû abandonner au milieu parce que je suis partie sur un autre poste, mais c'était déjà bien engagé. La personne qui a occupé le poste après moi a trouvé que c'était débile, que c'était pas une bonne idée, que ça marcherait jamais, voilà. Et donc, dans les journaux internes de Total qui ont suivi de quelques mois mon départ du poste, il y avait un espèce de pamphlet contre cette idée en disant que c'était une idée vraiment débile. Ah bon ? Sur le moment, ça m'a blessée parce qu'au fond, c'était le fruit de mon travail qui était comme ça balayé d'un revers de main. Ouais. Et avec le recul, ça me fait quand même bien rigoler. Il y a des manières de non, mais surtout, c'était une idée qui n'était pas du tout ridicule. Elle était peut-être trop en avance. L'histoire a montré que c'était pas du tout ridicule. Donc, vous étiez peut-être trop en avance. Oui, c'est vrai qu'une bonne idée, c'est une idée qu'on a au bon moment, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire comment on progresse chez Total, du coup ? C'est ma question, parce que vous passez vous êtes sur le terrain, vous apprenez, si je comprends bien. Ensuite, vous passez directement au siège, donc vous êtes plus dans le forecast, réfléchir, la réflexion et mener des projets, planifier des projets. Et là, boum, vous devenez managing director à Lisbonne, au Portugal. Alors, vous ne parlez même pas portugais ni espagnol. Ouais. Voilà. Alors, comment on progresse ? Comment vous avez progressé ? En fait, c'est une carrière. Ma trajectoire de carrière, c'est une trajectoire qui est très très classique chez Total. Il y a beaucoup de gens qui ont cette trajectoire, qui ont fait des études Bac plus 5, qui rentrent dans un poste exactement comme vous l'avez dit, où on apprend des postes de terrain. Et puis ensuite, on a une opportunité au siège. Puis à chaque fois, il faut que ça se passe bien quand même dans le poste précédent. Et après, avec des alternances de postes à responsabilité terrain et de postes un peu plus intellectuels ou un peu plus de fonctions support, selon après les opportunités de la vie et puis les sensibilités de chacun. Donc c'est un parcours très classique pour un homme. Ah. Voilà, donc les cadres de chez Total, ils ont presque tous eu ce parcours-là. Et donc ça veut dire que vous avez eu ce parcours, mais c'était plus difficile de l'avoir. C'était plus inhabituel. Alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais à l'époque, oui, c'était vraiment plus inhabituel. Et donc vous avez dû vous battre à chaque fois pour passer d'un échelon à l'autre. Alors dans les deux premiers postes, non, parce que là on était sur des niveaux de poste où il n'y avait pas besoin. Le poste qui m'a envoyé au Portugal, enfin le pas qui m'a envoyé au Portugal, là oui, par contre, ça a été un peu plus difficile parce que en même temps j'ai eu énormément de chance et en même temps ça a été difficile. En fait, j'étais dans un entretien. Alors chez Total, on a un truc qui s'appelle le gestionnaire de carrière. Enfin, c'est pas un truc, c'est des personnes. C'est une organisation qui s'appelle la gestion de carrière et des personnes qui sont des gestionnaires de carrière. Et dont le but est de faire matcher les profils, les gens, les parcours et les besoins de l'entreprise. Et donc, tous les 3-4 ans, on a la chance de rencontrer un gestionnaire de carrière et on regarde avec lui Ça a l'air de vous dire quelque chose ? Non, je sais pas, vous me regardez avec un petit sourire. Je vois très bien. Non, mais c'est bien. Et donc, je me retrouve en 2001 ou 2002, là, on était déjà en 2002, dans le bureau d'un gestionnaire de carrière et à essayer d'explorer ce que je pourrais faire. Et puis,
l'entretien patinait, enfin, il n'y avait rien qui sortait. Et puis là, le téléphone sonne et le gestionnaire de carrière prend l'appel. Il échange quelques mots avec la personne, il raccroche et il me dit c'est vraiment un cas très compliqué. C'est un monsieur qui est au Rwanda, qui en a marre, qui n'en peut plus, qui veut revenir au Portugal. C'est un Portugais, il veut revenir au Portugal. Et le seul poste que j'ai au Portugal, ce monsieur est surqualifié pour ce poste. C'est pas possible, je peux pas lui offrir. Et là, vous avez levé et là, j'ai levé la main, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce poste? Donc il m'explique en quelques mots. Je dis mais moi, ça peut m'intéresser. Mais parce que moi, je ne suis pas surqualifiée pour ce poste-là. J'espère que ce directeur au Rwanda va bien. Oui, il est rentré, il est toujours chez Total. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs, après il est rentré effectivement chez Total Portugal pour occuper un poste qui correspondait à son profil. D'accord. J'ai beaucoup travaillé avec lui et c'était quelqu'un de fantastique. Donc je pense qu'il ne m'en veut pas d'avoir eu ce poste parce qu'il a eu quelque chose qui correspondait vraiment bien à ce qu'il avait fait jusque-là. Et donc, je dis voilà, ça peut m'intéresser, tout, on échange un petit peu. Donc, le gestionnaire de carrière fait son boulot, il va voir la ligne opérationnelle. Et là, il y a un chef qui dit non, elle n'a pas le charisme. Enfin, elle n'a pas l'étoffe. Je crois que c'est étoffe, le mot qui a été employé. Et il y a des fois comme ça où on ne se dégonfle pas et on est content de ne pas s'être dégonflé. Je ne me suis pas dégonflée. J'ai été voir ce monsieur qui était à l'époque mon Celui qui a dit que vous n'aviez pas l'étoffe. Qui était mon N plus 18. Non, moi N plus je ne sais pas combien, mais enfin qui était très 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 loin de moi dans la hiérarchie. Vous avez fait comment il était accessible? Eh ben, j'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire et je suis allée le voir. Je dis je sais que vous considérez au vu de mon CV que je ne suis peut-être pas la personne idéale, mais moi je pense que je peux faire ce poste. Et l'entretien s'est pas spécialement bien passé. J'ai rien vu sur son visage. Enfin voilà. Il a rien dit. Il a rien dit. Voilà. Mais le gestionnaire de carrière m'a recontacté et il m'a proposé le poste. C'était peut-être juste le geste, le fait sans doute. D'être allé. Voilà. Donc quand vous me demandez si c'était difficile ou pas, je pense qu'à ce moment-là, je suis pas dans la tête de ce monsieur qui est à la retraite maintenant depuis longtemps. Donc j'ai jamais été dans sa tête. Mais je me suis toujours dit que si j'avais été un homme avec le même CV, le même parcours, la question du charisme et de l'étoffe ne se serait pas posée. D'accord. Ok. Ouais. Comme si on donnait forcément du charisme et de l'étoffe on aurait pris le homme, risque on aurait pris le risque entre guillemets. On aurait fait confiance à un homme et ça aurait marché pas marché. Parce que à chaque fois qu'on propose un poste à quelqu'un, on prend un risque. Ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Mais le fait que j'étais une femme, le risque, on n'avait pas envie de le prendre. D'accord. C'est mon interprétation. Hein. Ouais, mais et donc on fait confiance. Non seulement on fait confiance sur le poste, mais on fait confiance sur la langue. Sur la langue, parce que j'avais fait allemand à l'école, hein, mais ah oui. voilà, j'avais fait anglais-allemand. Bon, certes, j'avais vécu à Pau un certain temps, mais ça ne me qualifiait pas particulièrement pour parler espagnol et encore moins portugais. Ouais. Mais cours intensif de portugais. Et puis, roule ma poule, gérer cette filiale. Donc, gérer cette filiale qui gérait des stations-service. Et dans laquelle la seule langue qui était parlée, c'était le portugais. Personne ne parlait autre chose que le portugais. Donc, boum. Voilà. Et alors, c'est quoi vos souvenirs des premiers jours, là? Les 100 premiers jours? Les 100 premiers jours. Alors déjà, j'ai passé quand même beaucoup de temps, même pendant les 100 premiers jours, à prendre des cours encore. Hein, voilà. Vous avez passé 5 ans en tout. J'ai passé 5 ans. Donc, et puis, en fait, je me suis plu tout de suite, ça m'a plu. L'aspect management m'a plu tout de suite. Et c'est quelque chose qui me plaît toujours. Enfin, je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre comme étude, mais en tout cas, c'est sûr que j'allais arriver à être manager parce que c'est vraiment ce qui me plaît dans la vie. C'est quand que vous vous êtes rendu compte que vous vouliez manager? À ce moment-là. À ce moment-là, parce oui. que avant vous ne managiez pas. Pas directement, disons. J'avais pas. Alors un petit peu, mais quand on gère un réseau de stations-service les stations sont exploitées par des gérants, donc ils ont quand même un certain degré d'autonomie. Donc c'est une relation commerciale plutôt, avec un certain rapport de force qui fait que de temps en temps on peut passer un peu en force, alors que dans une relation client-fournisseur on passe jamais en force, mais là de temps en temps on peut passer en force. Mais on est vraiment dans une relation de type commercial.
Donc c'était la première fois que j'étais en situation de management, donc vraiment de management. Alors, Donc, du quand coup, j'étais au vous vous êtes senti comment avant vos premiers jours au Portugal? Alors, avant les premiers jours, c'était... La flip? Non, mais en fait, j'ai fait une énorme erreur. Je vais jamais y arriver. Parce que vous étiez dans la phase où on vous a dit non, mais laissez tomber, c'est pas un poste pour vous. Et un peu comme quand vous avez eu les decks, waouh! Ouais, en fait, si c'est bon, j'ai eu le poste. Exactement. Ah bah maintenant, faut être manager Portugal de Total maintenant. Voilà, c'est ça. C'est parti. C'était exactement ça. Et Alors, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? En même temps, de l'excitation à cause du challenge, un peu de la volonté vraiment d'y arriver. Et puis aussi très rassurée par le fait que le risque il est pris en commun. Donc tout le temps je me disais mais oui, mais c'est pas moi toute seule qui saute de l'avion. Il y a les gens de Total qui me font confiance. Ils me font confiance parce qu'ils m'ont vu travailler. Il faut que je sois à la hauteur de cette confiance, mais en même temps je la mérite. C'est pas quelque chose. Ils ont pas fait n'importe quoi en choisissant. Normalement ils ont pas fait n'importe quoi. C'est que des gens. Qui réfléchissent et qui ont une certaine habitude. Donc voilà, je me rassurais comme ça. Et puis assez vite, alors, donc je suis arrivée à l'été. À Noël, j'étais bilingue, enfin, j'avais plus besoin de cours et je pouvais soutenir n'importe quelle conversation sur n'importe quoi. Sauf faire mon marché, parce que ça, je faisais pas beaucoup de marché. Mais heureusement, mon mari, lui, il avait le vocabulaire pour faire le marché. Et il a appris le portugais. Il a appris, oui, il a appris aussi le super. Et et puis après, par contre, j'étais très légitime sur la gestion réseau parce que j'avais l'habitude. Enfin, j'étais vraiment légitime. Je savais de quoi je parlais. Quand je donnais j'avais quelque chose à apporter. Quand je donnais des conseils ou quand j'indiquais une façon de faire, une best practice, ça fonctionnait. C'était pas juste parce que je le disais que ça marchait, mais ça marchait parce que c'était des méthodes qui étaient éprouvées et d'expérience. Donc ça aussi, c'était quand même assez rassurant. Il y avait combien de personnes? Il y avait 70 personnes parce qu'il 26 stations, 200 personnes. 200 personnes, j'ai mis. Ouais. Oui, voilà, 200 personnes parce qu'en fait, c'était comme ici au Portugal, c'est comme ici, il y avait des pompistes. Il y avait des pompistes, il y avait des laveurs, des gens qui lavaient les voitures. Ouais. Et donc ça faisait beaucoup de monde. Ouais. Et puis l'équipe siège, une direction financière. Et puis voilà, essentiellement ça. Et vous avez gardé quoi de votre expérience là-bas? D'abord des merveilleux souvenirs de vie familiale. Parce que le Portugal, c'est un pays vraiment extraordinaire pour vivre. Alors pour le coup, vraiment, vraiment chouette. Vous y retournez des fois? Alors j'y suis pas retournée. Non, j'y suis pas retournée, mais j'y suis restée 5 ans, puis après j'ai fait d'autres choses. J'y retournerai sûrement un jour. Et par contre, j'ai gardé les gens avec qui je travaillais, les gens de mon équipe, j'ai toujours des contacts avec eux. Et alors, c'est pas des contacts forcément très réguliers, mais il y a quand même eu c'est pas 5 ans qui ont été jetés à la poubelle, c'est vraiment, il y a des relations fortes qui se sont créées avec les gens, que ce soit les gens dans les stations-service ou les gens de mon équipe directe. Et non, ça m'émeut toujours quand j'ai reçois de leurs nouvelles. Je trouve ça vraiment une belle reconnaissance. D'accord. Et donc là, vous avez fait votre proof of concept. Là, on sait que Laetitia, elle peut être manager n'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde, je sais pas, parce que je pense que le n'importe où dans le monde, il a été ajouté après. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, après, je vous retrouve en 2017-2010. 2007. 2007-2010, ouais. Au Caire, en Égypte. Ouais. Numéro 2 de Total, ouais. Là-bas. Donc après Là, vous avez postulé Alors, je me suis fait oublier un peu au Portugal, mais quand même, au bout de 5 ans, la gestion de carrière m'a rattrapée. Non, mais là, quand même, ça fait long, 5 ans. C'est long, tu sais. Oui, enfin, peut-être pas tant que ça, mais bon, ok, qu'est-ce qu'on peut... Vous n'aviez pas envie de parler. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et en fait, alors là, pour le coup, c'est le contraire. Donc, c'est passé par la gestion de carrière aussi. Et c'est le manager de l'entité où j'allais, pas le directeur de la filiale égyptienne, mais la personne qui était juste au-dessus, qui a dit, qui m'a pris, alors là, pour le coup, sur CV. Donc, avant même de le rencontrer, la première chose qu'il m'a dit, on a fait un entretien, et au bout de 5 minutes, il m'a dit, de toute façon, je vous avais pris sur CV. Donc,
Il cherchait une femme, il cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience et de la légitimité réseau. Et quand on m'a proposé l'Égypte, alors là, j'ai aussi, comme pour le Portugal, j'ai quand même balisé parce que là, je quittais l'Europe, hein, je quittais l'univers du réseau puisque la direction commerciale en Égypte, il y avait du réseau, il y avait une grosse activité réseau, mais aussi il y avait une grosse activité lubrifiant avec la gestion d'un blending lubrifiant. Donc le blending, c'est l'usine qui produit le lubrifiant, on mélange les additifs avec l'huile de base. Et puis il y avait toutes les autres activités commerciales. Et dans un contexte de musulmans, égyptiens, que je ne connaissais pas du tout. Et donc là aussi, ça m'a enthousiasmée, hein, j'étais vraiment très contente, mais avec les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes questions, les mêmes inquiétudes et le même enthousiasme quand je suis arrivée au Portugal. Est-ce que je vais y arriver? Pourquoi moi? Et en même temps me dire, si on m'a choisi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont estimé que j'étais légitime. Et alors, c'est quoi la différence? Enfin, comment vous managez une équipe égyptienne et une équipe portugaise? Est-ce que c'est différent? Pareil. Moi, j'ai toujours managé les gens de la même façon, hein, jamais fait de différence. En Égypte, il y a juste un truc que j'ai appris assez vite, qui est culturel, c'est qu'il y a une conception assez qui n'est pas la même qu'en Europe de l'engagement vis-à-vis des délais. Donc, quand j'avais l'habitude de, quand on disait aux gens... Ça veut dire quoi? Oui, non, mais je m'explique. Quand j'avais l'habitude de, quand on disait aux gens, on se mettait d'accord pour faire ça, ou je demandais à faire ça, ou on se mettait d'accord, tu peux le faire en 3 semaines, ou tu peux le faire en 2 semaines. Après, je m'en occupais plus. Au bout de 2 semaines, j'allais voir, je regardais l'état d'avancement, c'était fait, ou quasiment, ou en tout cas, si ça avait pas, pour une raison ou une autre, ça pouvait pas être fait, dans les délais, la personne revenait vers moi, entre-temps, quand elle voyait que ça ne pouvait pas être fait, et on regardait ensemble comment réajuster le tir. Donc au début, je faisais ça aussi en Égypte. Et en fait, en Égypte, ça ne marche pas comme ça. Demain, c'est Boukra Inch'Allah. Donc c'est oui, mais en fait, sans avoir du tout évalué la situation, c'est vraiment pour faire plaisir à la personne qui est en face de vous. On lui dit oui, mais... Parce qu'on ne dit pas non. Parce qu'on ne dit pas non. Voilà, parce qu'on ne dit pas non. Et donc là, quand même, il faut faire un petit peu attention parce que... Enfin, c'est une des différences culturelles les plus... qui m'a heurté le plus vite, qui a modifié le plus vite ma façon de manager. D'accord. Parce qu'il faut s'adapter à ça. Et si comment vous êtes adapté à ça, justement? Parce que moi, finalement, je faisais un suivi beaucoup plus rapproché de mes sujets. Donc, quand j'avais vraiment besoin qu'un sujet avance, c'est moi qui allais voir pour être sûr que ça avançait. Si ça avançait pas, pourquoi? Et voilà. Parce que je sais que la personne qui était en face, elle n'allait pas spontanément revenir vers moi pour faire ce travail-là. D'accord. Et là, est-ce que vous aviez envie de partir d'Égypte à un moment donné, ou Oui, alors les 6 premiers mois en Égypte ont été horribles et au bout de 6 mois, je voulais partir. Ah oui. Horrible par rapport à cette différence. C'était dur. C'était dur parce que la vie est dure, tous les repères sont différents. Donc là, j'ai cité quelque chose qui était vraiment très fondamental dans la façon de manager les gens, mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient différentes. Je ne comprenais pas forcément bien comment les choses fonctionnaient. Beaucoup de choses en Égypte se font en dehors du travail. En fait, les gens, ils ont des relations... Les réseaux, dans les environnements de travail dans lesquels j'avais travaillé jusque-là, il y avait la vie professionnelle et il y avait la vie personnelle. Et qui sont deux choses bien séparées. Alors de temps en temps, on peut rencontrer, enfin ça peut se croiser, mais même quand ça se croise, c'est pas les mêmes sujets qu'on aborde. On a vraiment 2 univers qui sont séparés. En Égypte, c'est pas comme ça. Et des fois, je laissais une situation le vendredi soir, le lundi matin, les choses avaient changé, c'était plus la même. Les gens, la situation avait évolué, les gens s'étaient rencontrés, les problèmes s'étaient réglés ou d'autres s'étaient créés. Donc c'est encore un exemple, hein, ça m'a moins gênée parce qu'une fois qu'on le sait, pareil, on s'adapte. Hein, ouais. Et comme ça, tout un tas de trucs. Et la vie au Caire est difficile parce qu'il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit, énormément de poussière. Tout est très désorganisé. La circulation routière, c'est juste n'importe quoi. Enfin, voilà. Et la vie était vraiment dure. Hein. Et du coup, au bout de 6 mois, je me disais, je ne vais pas tenir, je vais craquer. Je suis rentrée pour les vacances. Et quand je suis retournée en Égypte, il y avait quelque chose qui s'était passé, un déclic qui s'était fait.
Au bout donc 6 mois, je rentre en France, je passe mes vacances en France. Quand je reviens en Égypte, c'était terminé. Cette phase d'accoutumance était passée. Et après, j'ai passé 2 ans et demi formidables. Je tenais pas spécialement à rentrer. Mais bon, c'est comme ça. La vie a fait que je suis rentrée. Vous avez eu un coup de fil du gestionnaire ? Comment ? Le coup de fil du gestionnaire, voilà. Le coup de fil du gestionnaire de carrière. Coucou. Et là, vous revenez... Et là, je reviens au siège. Et alors là, après, retour au siège. Donc, il faut m'imaginer, 8 ans d'expatriation. Donc, quand on est en expatriation, qu'on le veuille ou non, on a un statut qui est quand même un peu particulier, même si on n'est pas particulièrement... qu'on prend pas facilement la grosse tête ou quoi. On a ce statut-là. Un peu des privilèges. Une qualité de vie où tout est pris en charge. Par rapport aux autres personnes, un statut qui est un peu particulier, on est quelqu'un, voilà. Et tout à coup, après 8 ans de cette vie-là, je reviens à la Défense et là, je me retrouve à prendre le métro le matin pour aller travailler. Bah oui, normal, il n'y a pas de raison. Comme tout le monde, en fait. C'était normal. C'était juste que ça faisait trop longtemps que ça m'était pas arrivé. Je retourne à travailler au siège social où je suis personne, en fait. J'ai un poste qui a son utilité comme tous les postes au siège, mais le téléphone sonnait plus. Ouais. Tout à coup, je me retrouve là. Il n'y a plus l'invitation à l'ambassade de France, le 14 juillet. Voilà, tout ça. Et puis même, on était tout plein de collègues qui étaient dans un espèce de panier de crabes comme ça où tout le monde a... C'est difficile de se faire sa place et donc tout le monde essaye de grignoter un petit peu sur la place des autres. Donc on est toujours plus la compétition là. On est toujours entre la coopération et la compétition. Enfin, voilà. Et ça a été dur. En plus, à ce moment-là, j'ai fait ma crise des 40 ans. Donc, ça a été une période qui était un peu difficile. Et puis aussi, en termes donc, j'avais plus de management parce que c'était sur un poste qui était transverse. Je me suis occupée de communication. Moi, j'allais le dire, Head of Competition Intelligence and Strategic Communication. Alors, la stratégique communication, ça fait super bien sur un CV, mais en fait, on fait des présentations PowerPoint pour les chefs. D'accord. Pour expliquer la stratégie de la branche. En l'occurrence, c'était la branche raffinage marketing à l'époque. Et donc, en fait, en 2 ans, je suis devenue ceinture noire de PowerPoint. Ce qui est, sur le moment, j'ai trouvé ça vraiment... pas humiliant, mais presque. Enfin, c'était vraiment pas... Là, vous n'avez pas choisi, en fait, ce poste. On me l'a vendu... Quand on me l'a vendu, on ne m'a pas raconté tout ça, en fait. D'accord. Donc... De toute façon, vous êtes resté 2 ans dans ce poste-là. Voilà, je suis restée 2 ans dans ce poste-là, à côtoyer vraiment la direction de la branche, donc des gens vraiment très haut niveau, bien plus haut niveau que moi. Donc avec le recul, c'est quand même pas inintéressant parce qu'on voit comment D'abord, on prend un grand coup d'hélicoptère. Tout à coup, on comprend pourquoi en Égypte, quand on vend le bidon d'huile, machin, etc., pourquoi on est en Égypte et pourquoi pas ailleurs. Voilà, donc on prend un coup d'hélicoptère et on voit l'environnement du monde pétrolier, voilà, les grands mouvements, les achats, les acquisitions, les capacités de raffinage, la demande mondiale. Enfin voilà, tout ça qui est quand même très... Sur la map du jeu risque, là, et on y voit plus clair. On voit quel jeton est posé à quel endroit. Exactement, et quels sont les grands enjeux. Alors parce que l'enjeu, c'est pas de vendre 3 bidons de plus à la fin du mois. Là, on est sur des enjeux de qu'est-ce que sera la consommation de pétrole dans 30 ans. Enfin, ça devient... intellectuellement, c'est quand même très, très, très intéressant. Et puis malgré tout, même si je me moque un peu en disant ceinture noire de PowerPoint, c'est quand même apprendre à formuler ses idées, à les présenter, à les vendre, à convaincre. Donc c'est pas juste l'outil PowerPoint, c'est vraiment derrière l'acte de management, en fait, quelque chose d'assez fort en termes de management qui m'a resservi après par la suite. Ça a dû vous servir pour le TEDx de la semaine dernière. Non, parce que j'ai pas fait de slide. Justement, j'ai dit pas de slide, je fais pas de slide, je ne veux pas de slide. J'ai résisté jusqu'au dernier jour et on m'a imposé un slide, mais j'en voulais pas. D'accord. Okay. Donc vous faites un deuxième poste, mais j'aimerais qu'on passe directement à votre... À la Réunion ? Ouais. Si ça vous dérange pas. Non, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle, non ? Et donc, quelqu'un qui ne voulait pas parler. Donc là, la Réunion, vous postulez ou on vous envoie ou comment ça se passe ? Non, je voulais être... alors là, à partir du moment où je suis rentrée d'expat,
dès le deuxième jour, enfin peut-être que je laissais passer une semaine ou Vous un aviez mois, envie de ou 6 mois, repartir. je voulais repartir et je voulais un poste de directeur général de filiale. Donc ça, c'était vraiment... Là, Ça, c'était à ce identifié. moment-là, je savais ce que je voulais. C'était vraiment très clair. J'avais vu des gens occuper ce poste-là et je voulais faire ça. Donc, Du coup, vous aviez vu déjà au Caire votre DG. voilà, mon lui-même. DG et puis éventuellement ses collègues ou d'autres. Une fois que j'étais à Paris, d'autres personnes que je connaissais qui étaient un peu plus en avance que moi dans ce cursus qui était super classique et qui étaient déjà partis. Enfin, du coup, j'avais vraiment envie de faire ça. Et du coup, quand j'ai eu fait mon temps à Paris et qu'il a été temps que j'étais de nouveau prête à faire autre chose, à faire un poste opérationnel, il y a eu plusieurs opportunités de directeur général et finalement ça s'est concrétisé à La Réunion. D'accord. Et comment vous découvrez La Réunion? C'est quoi vos premiers souvenirs, je sais pas. Mes premiers souvenirs de La Réunion. Je sais pas si je dois dire ça à des Réunionnais. Hein. Je vais pas me faire des amis là. La passation, je devais commencer ma passation le lundi. Ouais. Et du coup, bien organisée pour pas arriver trop fatiguée, j'arrive le dimanche. Et je pose mes bagages à l'hôtel Belle-Pierre où j'avais une chambre qui était réservée. Et je me dis, c'était le début de la matinée, je sais pas, 8-9 heures. Je me dis, je vais aller visiter Saint-Denis. Saint-Denis, un dimanche du mois de juillet. Ah non, c'est fermé. Au secours. En plus, on était en plein ramadan, je pense, cette année-là, je crois, quand je suis arrivée, en 2015. Et les rues étaient complètement désertes, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Le seul endroit où j'ai trouvé un tout petit peu de monde, c'était au bar à choix. Vraiment, vraiment, vraiment un tout petit peu de monde. Parce que la route est fermée et qu'on peut faire du roller. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que j'arrive? Ah, c'est pas le même rythme que Paris, ça, c'est sûr. Et après, mais bon, ça, c'est parce que vous me demandez ma première impression. Donc ça, c'était vraiment ma toute première impression. Ouais, bien sûr. Ensuite, je suis arrivée ici, chez Total Réunion. Déjà, j'ai fait part de cette première impression. On m'a dit, mais t'es folle, le dimanche, c'est pas à Saint-Denis qu'il faut aller, c'est à Saint-Gilles. Ouais. Je dis, ah bah oui, mais moi, je sais pas, moi, je débarque de l'avion. Donc, après les dimanches suivants, je les ai plutôt passés ailleurs qu'à Saint-Denis. Et effectivement, il y a énormément de choses à faire à La Réunion. On n'est pas obligé de rester à Saint-Denis le dimanche. Et d'un point de vue professionnel, en fait, La Réunion, c'est juste extraordinaire parce que c'est l'équilibre parfait entre la France, les infrastructures de la France, l'éducation, le niveau de standard, tous les standards de la France, et les tropiques. Donc c'est le mariage idéal. Donc non, j'ai adoré La Réunion, j'ai adoré tout de suite. Ici, les équipes de Total Réunion sont fantastiques, elles m'ont tout de suite adopté. Enfin, franchement, ça a été tout de suite bien, tout de suite bien. Là, il n'y a pas eu de temps de latence où je me suis dit qu'est-ce que je fais ici. Non, ça a été tout de suite bien. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup dans mes interviews. Les gens vont me hurler dessus. Je voulais parler du bonheur au travail parce que c'est donc par rapport déjà à votre poste ici à La Réunion et parce que vous avez fait cette intervention TEDx que j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter, mais qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce limite concept, j'ai envie de dire, parce que c'est pas répandu l'idée d'associer bonheur et labeur. Alors heureusement de plus en plus. Enfin, je pense que là on a quand même qu'on est en train de vivre une révolution, c'est ce que je raconte dans le TEDx, et je pense que c'est vraiment des sujets qui sont de plus en plus en train de rentrer dans les entreprises. Alors, mon parcours personnel spirituel, entre guillemets, donc je ne suis pas du tout, j'ai aucune religion, je pratique aucune religion, je suis complètement athée. Mais à un moment donné, il y a un collègue à moi qui m'a dit, en ce moment, je m'intéresse au bonheur. Et je me suis dit, ah bon, chouette, c'est bien. Et du coup, il m'a fait, il a éveillé ma curiosité et j'ai commencé à regarder des trucs. Mais pourquoi il s'intéresse au bonheur? Il est fou, lui. Alors lui, voilà, c'était un peu ça. Mais pourquoi il s'intéresse au bonheur? Il est fou, lui. Exactement, c'était un peu ça. Et puis tu sais, avec un grand sourire, puis l'air vraiment quelque chose. Il y avait quelque chose, quoi. Et il avait l'air d'être illuminé par quelque chose. Voilà, quoi. Exactement. Il était éclairé de l'intérieur. Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai suivi un certain nombre de MOOC sur le sujet. Et puis j'ai lu beaucoup, en particulier je suis tombée assez vite sur Martin Seligman et sur la psychologie positive, et il explique comment après s'être intéressé pendant 20 ans la dépression, aux cas sociaux, enfin pas aux cas sociaux mais vraiment aux problèmes psychologiques graves
qui sont associés au malheur en fait. Comment un jour il s'est dit mais en fait ce qui m'intéresse c'est pas pourquoi les gens sont malheureux, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Ouais. Et de là vraiment tout le c'est lui Comme qui a s'il inventé... avait manqué une partie de l'image pendant Voilà, c'est des ça. années quoi. Et du coup, c'est vraiment l'inventeur de la psychologie positive. Alors, on s'est beaucoup moqué. Moi, j'en faisais partie de je vais bien, tout va bien. Enfin, de méthode Coué, des trucs comme ça sur tous les clichés autour de la psychologie positive. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même des clés qui sont démontrées scientifiquement par les neurosciences et que ça marche. J'ai fait l'expérience sur moi-même, donc je sais que ça marche. Sur la gratitude, la pratique de la gratitude, sur la méditation, sur sur l'amour, sur voilà, les sources de joie dans la vie et comment on les pratique. Souhaiter du bien aux autres. Souhaiter du bien aux autres. Et c'est que des choses qui marchent, qui rendent heureux, vraiment. J'étais comme tout le monde, ni plus ni moins heureuse que tout le monde. Je me considérais dans une bonne moyenne. Mais de pratiquer tout ça, ça a vraiment agi sur mon bonheur, sur ma perception du bonheur et sur la façon dont je suis. Et de là, en fait, c'est très transposable, parce que le bonheur, c'est le bonheur. C'est pas le bonheur quand on est dans sa cuisine ou le bonheur quand on est à la plage ou avec ses enfants et puis au travail. Le bonheur, c'est le bonheur. Et donc ces sujets qui marchaient dans ma vie personnelle, et que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui passe beaucoup de temps au travail, ils ont infusé par osmose dans ma vie professionnelle. Et ensuite, j'ai fait quelques rencontres quand même qui ont donné un petit coup d'accélérateur, et en particulier des gens qui s'intéressent à l'entreprise libérée. Romain Lefebvre. Alors non, moi j'ai rencontré Alexandre Gérard. D'accord, moi je dis Romain Lefebvre, c'est le directeur de Run Concept à La Réunion. Et d'accord. C'est un gars que j'aime beaucoup et qui fait, je l'ai pas qui fait des cours de méditation gratuites 8 heures tous les matins au forum dans dans ses locaux. Pardon, donc je le connais pas, mais franchement, Romain Lefebvre, si tu m'entends... Voilà, je serais très heureuse de te rencontrer parce que c'est vraiment très important pour moi. C'est des sujets qui sont très importants. Et ça se caractérise comment du coup dans le quotidien d'une PME en fait, parce que Total c'est une PME de 40 personnes. Ici on est dans ce qui incarne ma vision du bonheur au travail, cette pièce. En fait, je suis un des moteurs les plus importants que j'ai trouvé, alors à part se changer soi-même et puis infuser ces trucs de positif, etc. Parmi les ressorts qui sont vraiment importants pour moi, c'est de dire les gens au travail, ils ont besoin, pour être heureux, pour s'épanouir, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'autonomie, ils ont besoin de responsabilité, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, de prendre des décisions, de les appliquer, de voir comment elles marchent, de se tromper, de recommencer et jusqu'à y arriver, mais dans un climat de confiance. Et donc ici, pour créer cette pièce, c'est comme ça qu'on a fait. Donc j'ai proposé à des volontaires de travailler sur le sujet. Et donc il y a des volontaires de différents services qui se sont associés. Donc j'ai une secrétaire, la personne des achats, l'auditeur interne, un technicien bien sûr, parce qu'il y a quand même un peu des aspects techniques. C'est un hangar ici. D'accord. Ils se sont mis ensemble autour d'une table qui n'était pas celle-là puisqu'elle n'existait pas. Et ils ont brainstormé. Ils sont allés voir un peu ailleurs ce qu'ils faisaient. Donc la table là, qui est une table de réunion. Ouais. Aussi. Et qui est une table de ping-pong. Et qui est aussi une table de ping-pong. Et qui est faite en palette pour les gens qui ne voient pas. Je prendrai des photos, je pense, à la fin. En fait, l'inspiration de ça, c'est la ruche e-santé. D'accord, T6. E-santé. Ils ont un truc qui ressemble à ça. Donc, mais l'équipe qui s'occupait de ça, elle est allée s'inspirer ailleurs, sur Internet, elle est allée visiter des trucs ailleurs. Et au début, ils venaient me voir à chaque fois me disant on a envie de faire ça, est-ce que tu es d'accord et tout ça. À un moment donné, même assez vite, je leur ai dit arrêtez, en fait, je vous fais confiance. Donc vous faites ce que vous voulez. C'est votre salle, c'est une salle pour nous, c'est une salle où on va imaginer des trucs, on va construire notre futur, où on va s'amuser, on va faire ce que vous voulez. Donc vous faites comme vous voulez. Et le résultat, c'est ça. C'est sympa. et je suis vraiment, je ne sais pas ce que je vais garder de mes années à La Réunion, je ne sais pas combien de temps je vais rester, ce que je vais garder, mais pour moi, cette salle, c'est vraiment l'emblème de l'esprit que j'ai voulu infuser à Total Réunion. J'espère que ça restera après moi. J'espère aussi. Voilà. Et du coup, vous avez eu l'appel du gestionnaire de carrière, là, déjà, ou pas?
Mais un jour ou l'autre, oui, parce que chez Total, les affectations comme ça, dans des postes, quel que soit le poste d'ailleurs, ça dure jamais plus de 4-5 ans. Donc, oui. Pour revenir au bonheur au travail, il y a une question que je pose souvent, c'est les habitudes magiques. Les habitudes magiques pour arriver... Pour être heureux pour arriver cartonné au travail, arriver toujours avec le sourire, ne pas envoyer chier les gens qui vous emmerdent, mais être toujours gentil. Non, mais je veux dire, les habitudes magiques... Alors déjà, c'est super gentil, Julien, parce que ça sous-entend que je n'envoie pas péter les gens et que je suis gentil et que j'ai toujours le sourire. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça et j'essaye d'être comme ça. Donc oui, en effet, je suis comme ça. Enfin, j'essaye en tout cas. Parce que je peux être assez colérique, donc c'est une bonne question. Je fais beaucoup de méditation. Voilà. Ouais. Donc j'ai pas osé, parce que je suis un peu timide et puis j'ai peur du jugement. Donc j'ai pas encore osé proposer de transmettre ça à mes équipes, de faire comme Romain Lefebvre. Mais c'est quelque chose que je pratique pour moi depuis maintenant 2 années. Et que c'est vraiment très utile. C'est les matins que vous faites ça, par exemple ? Je fais ça alors c'est plutôt le soir parce que le matin pas trop le temps, mais je fais ça j'essaie de faire ça tous les jours et le week-end plusieurs fois par jour. Et ça m'aide beaucoup. Après, j'ai fait des choses sympas avec les équipes jusqu'à ce qu'ils me disent, là tu vas trop loin pour nous. Mais par exemple, toutes les semaines on fait une réunion. Toutes les semaines, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Il neige pas très souvent, mais il pleut peut-être un peu plus souvent. On fait une réunion de briefing où quelquefois c'est très dense, on a beaucoup d'informations, quelquefois il n'y en a pas beaucoup, mais où je donne tous les mois on donne les résultats, les événements de la filiale, les gens qui viennent nous visiter, les projets. Enfin, tous les mois il y a une visite. À une époque, j'introduisais souvent ces réunions par un jeu un peu inspiré de la psychologie positive. Ouais. Et par exemple, une fois, je leur avais dit, vous prenez un post-it et puis vous notez 3 choses positives qui vous sont arrivées le week-end. Puis après, soit vous le collez là si vous avez envie de partager, soit vous le gardez avec vous, vous le mettez sur votre bureau. Et puis si vous avez un petit coup de blues pendant la semaine, vous relisez vos 3 trucs sympas qui vous sont arrivés pendant le week-end. Ou une autre fois, j'avais demandé aux gens, donc ça ils avaient bien aimé, je crois, ça avait assez bien marché. Une autre fois, j'avais demandé aux gens de démarrer la réunion en disant quel était leur formidable talent. Mon formidable talent, c'est peu importe, voilà. Et puis un jour, on fait des enquêtes tout le temps, enfin tous les 15 jours, 3 semaines, on fait des petites enquêtes avec un outil digital où on pose des questions aux collaborateurs pour mesurer l'humeur en fait. D'accord. S'ils vont bien, s'ils vont pas bien, etc. Et là, pareil, c'est un groupe transverse qui l'a créé, qui l'anime, qui fait les plans d'action, etc. Moi, je m'en occupe pas. Enfin, bien sûr aussi, je m'en occupe parce que ça m'intéresse. Mais vous avez un indice d'humeur tous les 15 jours. Un indice d'humeur. Et un jour, donc, du coup, une question avait été posée sur est-ce que ce genre de truc, ça vous plaît ? Ils avaient répondu non parce qu'en fait, c'est trop personnel. Et ça mettait plus les gens mal à l'aise que de créer cet esprit positif que j'avais envie d'insuffler. Du coup, on a arrêté ces petits jeux. D'accord. Mais l'important c'est d'essayer d'aller vers votre objectif. Mais ça aurait pu être des trucs magiques parce que pour moi ça marche bien, ce genre de choses. Alors du coup, dans mes questions de fin d'épisode, vous avez déjà répondu à la question l'habitude magique, la question Facebook. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Je retenterai le saut en parachute. Ok. Laetitia, merci beaucoup. Julien, merci. Finalement, on se prend en jeu de parler de soi-même. Hein. Bah oui, on est sur un épisode d'1 heure. À bientôt. À bientôt, merci. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez, et n'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.